Est-ce que dans l'agroécologie, on s'oriente vers une absence de fumure phosphopotassique? Alors, déjà, dans la question, tu as la réponse. Parce que quand on dit non à quelque chose, on n'est pas dans l'agroécologie. Et si on veut être dans l'agroécologie, c'est être pour quelque chose. Si tu m'aurais dit pour de l'auto-fertilité, j'aurais plus de facilité à répondre agroécologie. Tu vas me dire, c'est à peu près la même chose, se joue sur les mots. Je vais répondre non. Je vais répondre non parce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on clarifie les choses en matière de fertilité. Alors, ta question est très intéressante parce que ça me permet de donner ma position par rapport à ça. C'est que, quelque part, Justus Liebig avait raison. C'est qu'il faut un certain nombre d'éléments pour faire pousser les plantes, un certain nombre d'éléments, et que le sol est une source de ces éléments-là. Je préfère appeler source que réservoir. La notion de réservoir me gêne un petit peu. Alors, tu les as ou tu les as pas, mais il y a des situations où on les a pas, il y a des situations où on les a plus. Ensuite, l'activité biologique, les mycorhizes, les vers de terre, les bactéries et tout ça, on est très content avec ça, sont que des moyens d'explorer et de transférer cette ressource au végétal. Le végétal est même capable, en partie, de piloter cette activité biologique pour aller chercher cette ressource. Mais il faut que cette ressource existe. Ensuite, il y a un autre élément très important qui agit dans le système, c'est l'eau et la température. La gestion de l'eau et la température. Aujourd'hui, regarde l'ensemble des sols qui sont secs. Qu'est-ce qui se passe? L'activité biologique est réduite, pas à néant, mais très, très faible. Les minéralisations sont très faibles. Et donc là, tu as très peu de transfert potentiel. À partir du moment où tu le travailles, en fait, tu es en train d'assécher encore plus ton sol. Donc tu mets un coup d'arrêt supplémentaire sur l'affaire. Donc tu auras très peu de transmission. Alors qu'à partir du moment où tu irrigues, ou à partir du moment où tu conserves mieux l'humidité en couvrant ton sol par du vivant ou des chaumes, eh bien, tu vas conserver un peu plus d'humidité et tu vas avoir un peu plus de facilité d'avoir accès à l'ensemble de ces éléments-là. Je mettrai un quatrième point dans le système, c'est ce que ça a été utilisé tout à l'heure, le volant d'auto-fertilité. C'est un terme que j'aime bien. Et en fait, il faut bien penser que dans les cultures que tu exploites, ou que tu produis, il y en a une partie qui est retournée au sol. Alors cette partie est plus ou moins grande en fonction des cultures que l'on cultive, et plus ou moins grande en fonction du rendement que l'on fait. Alors si par exemple on cultive de la betterave, et ta question était phosphopotassique, c'est une culture, on va exporter pratiquement toute la plante, ou toutes les réserves de la plante. Et là, on a des exportations de potasse qui sont énormes, par exemple. Si on raisonne luzerne, on peut avoir 350 à 400 kg de potasse exportés par une luzernière à l'année. Donc, si par exemple on récolte un sarrasin, qu'on récolte 1,5 tonne, 2 tonnes de sarrasin, là on est dans 40-50 kg d'exportation de potasse. C'est complètement différent en fonction des cultures. Donc, ceci m'amène à finaliser ma réponse. On peut faire des impasses pendant un certain temps, mais en fonction de l'agressivité d'exportation que l'on aura de son exploitation, en fonction de la richesse de son sous-sol, ce qui existe dans son sous-sol, en fonction de l'historique des parcelles, est-ce que mes prédécesseurs ont chargé ou est-ce que mes prédécesseurs ont tiré? On aura des situations complètement différentes. Il ne faut pas se leurrer. Si on a une agriculture qui est productive et exportatrice de grains, bien un jour ou l'autre, il faudra qu'on ramène des éléments pour compenser ce qu'on exporte si la source n'est pas là. Et je vois par exemple dans des sols granitiques de l'ouest de la France, en système d'élevage, où il y a des gaspilles de potasse qui sont assez conséquentes, arriver à des carences en potasse assez conséquentes sur le maïs, entre autres.
Il y a un énorme essai, je peux me permettre, qui a été fait en Grande-Bretagne, qui existe toujours. Un énorme essai. Il a été mis en place en 1851. 1851. Il est encore en place aujourd'hui, à Ross-Hampstead, au nord de Londres. Cet essai, il a été contemporain de Liebig. En fait, l'idée, c'était de mesurer l'impact d'une fertilisation organique, d'une non-fertilisation et d'une fertilisation minérale. Les chiffres que j'ai en tête, c'est sur de l'orge de printemps. C'est en système labour, il n'y a pas d'agroécologie, c'est assez extrémisé comme affaire. L'orge de printemps, où on n'a jamais apporté d'engrais depuis 1851, il n'y en avait pas eu avant. Le rendement est de, en moyenne, 8 quintaux, 0,8 tonnes hectare, depuis 1851. Et en fait, quand tu regardes 8 quintaux, c'est à peu près le rendement de tout le Moyen-Âge. On n'a pas bougé. On a eu beau changer les techniques, beau changer les variétés, on n'a pas bougé. Parce que le facteur limitant, c'était la disponibilité minérale dans ce sol-là. Où ils ont mis une fertilisation NPK. Le rendement est monté très vite à 3 tonnes d'orge de printemps, avec un peu de cholage, un meilleur désherbage, changement de variété, un peu plus d'azote. Aujourd'hui, on arrive à 6,5 tonnes d'orge de printemps, contre 800 kg. L'endroit où on a apporté des fumiers, on est avec une gestion vraiment optimisée aujourd'hui à 9 tonnes d'orge de printemps. 9 tonnes en moyenne. On passe de 800 kg à 9 tonnes. Avec le fumier, tu n'as pas seulement apporté des NPK, avec le fumier, tu as apporté aussi des oligo-éléments. Donc ça améliore. Et l'endroit où on a porté du fumier pendant 20 ans, de 1851 à 1871, pendant 20 ans, ça a mis 30 ans. Le rendement de l'orge a mis 30 ans à chuter, mais a chuté quasiment à 800 kg, 1 tonne, et depuis une centaine d'années, c'est à 800 kg, 1 tonne. Donc, on peut faire des impasses, on peut développer de l'activité biologique, mais rêver qu'on produira sans éléments minéraux. Alors, NPK, on peut le recycler par de l'organique, hein. Mais il faut des éléments minéraux pour subvenir aux besoins des plantes.